Durant ce colloque, on fait des va-et-vient, des alternances entre un travail d'historien, disons, sur le passé, qui peut nous servir bien sûr à réfléchir sur le présent, et puis des retours au présent. Donc avec notre session, là, avec Fathia Boudjala qui va parler en premier et Jérôme Mokura ensuite, nous revenons à des questions que nous avons déjà abordées hier sur notre présent, et en particulier ce qui inquiète de mille manières beaucoup d'entre nous, bien sûr, la montée d'un islamisme intégriste ou fanatique, comme l'auraient dit des gens du XVIIIe siècle. Je présente d'abord Fathia. Donc, Fathia Boudjala a une grande expérience d'enseignante dans de nombreux établissements scolaires du sud de la France, je crois Marseille et Toulouse, si je ne me trompe pas. Des établissements qui tentent d'éduquer des enfants de milieux, je ne vais pas dire défavorisés, de milieux pauvres. Et en difficulté, me semble-t-il, sociale, économique et idéologique ces temps-ci. Elle est en même temps, et on se demande où elle tire toute cette énergie, secrétaire nationale du mouvement républicain et citoyen, en charge de l'éducation. Elle a écrit des articles importants pour beaucoup de gens qui les ont lus sur papier, mais aussi sur Internet, dans le Huffington Post, le Causeur, Marianne, Figaro Vox. Et elle trouve encore l'énergie d'intervenir sur la laïcité dans un certain nombre de colloques. Par exemple, dernièrement, à Paris, dans un colloque organisé par le comité Laïcité République, dont nous avons entendu hier le responsable régional, Daniel Rouillet. Et je te donne la parole, Fathia. Merci, et merci surtout pour cette invitation. Je ne suis pas universitaire, ce qui fait que je tiendrai sans doute plus facilement le temps qui m'est imparti. C'est moins difficile. Et comme je suis militante politique, mon intervention sera peut-être déjà plus politique et surtout plus contemporaine, plus actuelle. Alors, ce terme de tolérance, on a laissé se déployer toute sa polysémie, on en a retracé l'historicité ici. C'est un terme que je n'ai jamais aimé, jamais apprécié, et je lui ai toujours associé la formule de Claudel, la tolérance, il y a des maisons pour ça. Alors, il répondait à un ami dans le contexte de l'affaire Dreyfus, et il disqualifiait une position politique en la ramenant du côté des mœurs. C'est un peu la même logique qui est à l'œuvre de nos jours. Ce terme ne m'a jamais plu non plus parce que je trouve qu'il porte en lui une condescendance et une sorte de narcissisme assez déplacé. Parce que ce n'est pas l'objet de cette tolérance qui a une valeur en soi, en lui-même. L'accent est mis, le mérite est porté sur la personne qui fait preuve de cette ouverture et qui condescend à accepter l'autre. Alors, nous proclamons tolérants, nous refusons trop souvent de questionner des pratiques. Nous nous interdisons de leur appliquer une grille de lecture, une échelle de valeurs universelle, c'est un mot qui maintenant semble stigmatisant, universel. Et ce faisant, nous nous congratulons de l'ouverture dont nous faisons preuve. Nous sommes des gens bien parce que nous condescendons à accepter que ces gens-là, ces gens autres, fassent ces choix-là qui ne sont pas les nôtres et qui ne concernent pas les nôtres. Je trouve donc que la version actuelle de la tolérance fonctionne en fait comme un coupe-circuit de l'universel. Alors il serait peut-être temps de questionner nos représentations en même temps que nos motivations. Alors j'aimerais reprendre un exemple que j'ai déjà eu l'occasion de développer ailleurs, mais pour moi il est extrêmement emblématique. C'est la mobilisation à l'initiative d'Alain Caillé, de scientifiques, plutôt de gauche, contre la pénalisation de l'excision en France. Ça a été porté à travers la revue du MOS en 1989. Ces arguments, interdire l'excision, c'était imposer notre grille morale, de lecture morale, ethnocentrée, européenne, à des personnes différentes. C'était porter atteinte à leur identité en contestant cette pratique chez eux traditionnelle. Alors j'aimerais vous lire un extrait de cet appel, pas trop long mais assez, parce que je ne veux pas rigueur intellectuelle, je ne voudrais pas être accusée de faire jouer au Procuste et de prendre que les petits morceaux qui m'intéressent. Je vous livre cet extrait. En tant que scientifique, il nous semble que notre devoir est d'attirer l'attention sur les dangers que ferait courir à l'esprit d'humanité et de démocratie toute tentative de faire passer les pratiques d'excision pour intrinsèquement criminelles. Plus loin, exiger la condamnation pénale d'une coutume
dont rien ne s'oppose à ce que, comme la circoncision par exemple, elle ressortisse à la sphère des choix privés, reviendrait à faire preuve d'une intolérance qui manifesterait une conception singulièrement étriquée de la démocratie. Fin de la citation. Alors, ce passage est emblématique parce qu'on relève le refus de juger une pratique en elle-même. Ce qui compte, c'est le contexte culturel, c'est le statut de la tradition, c'est l'intention qui prime, pas l'acte en lui-même. Ensuite, l'analogie faite entre l'excision et la circoncision inquiète. Un peu plus loin, Lacaillé se permet de jouer les sexologues en précisant qu'une femme ayant subi une excision ne voyant en rien son plaisir physique renié. Je lui laisse cette interprétation. L'excision concerne encore 130 millions de femmes dans le monde, 3 millions de nouveaux cas. Selon une étude parue en 2009, cela concerne 53 000 femmes en France, dont 3% de filles qui sont nées ici. C'est pas lointain, c'est pas de l'autre côté de la Méditerranée, c'est sur notre territoire. Enfin, relevons surtout l'argument moral. Condamner cette pratique en elle-même revient à faire preuve d'intolérance. Et ça nous est insupportable, cette accusation. Ce n'est pas la pratique en elle-même qui est donc problématique, c'est notre attitude, notre manque d'ouverture. Alors, qui parmi nous accepterait l'excision pour sa fille, sa petite fille ? Sans doute personne. Qui parmi nous, à l'instar d'un Lacaillé, refuserait de la condamner chez les autres ? Personne non plus maintenant, parce que la société a un peu avancé. C'était en 1989. Et peut-être qu'à cette époque-là, ils considéraient que les filles de là-bas ne souffraient pas comme les filles d'ici. Et que donc on pouvait avoir ce traitement différencié. Mais cette injonction à la tolérance au nom de l'ouverture aux cultures autres, aux mœurs différentes, ne procède-t-elle pas de la même logique différentialiste de nos jours ? C'est parce qu'ils sont autres qu'il faut accepter ces choses autres. Le droit à la différence, une différence construite qui plus est, vraiment complètement construite. Ce droit à la différence n'est-il pas le chemin le plus moralement confortable pour nous vers la différence des droits et le renoncement à l'universel, des droits et de la dignité ? Alors, deux conséquences logiques découlent de cette conception un peu culturaliste de la tolérance. La première, c'est qu'il va falloir que nous acceptions le système de la personnalité des lois. C'est très moderne. Comme sous Clovis, quand un juge devait se prononcer, il interrogeait le justiciable en disant « Sous quelle loi vis-tu » Parce que plusieurs codes législatifs coexistaient. Et la personne était jugée en fonction de la loi qui s'appliquait dans son peuple. Alors, au nom de la tolérance, les personnes, et je reprends l'exemple d'Alain Caillé, ces personnes devraient-elles être jugées non sur leurs actes, donc non dans l'absolu, mais sur la communauté à laquelle nous l'assignons. Et ça, j'aimerais bien insister dessus. Ce n'est pas la communauté à laquelle ils appartiennent, par naissance, par vocation, par providence, mais à laquelle nous l'assignons. Sur le cadre mental de cette communauté ethnico-culturelle. C'est le raisonnement porté par Alain Caillé et c'est aussi ce qu'un expert ethnopsychologue, je ne connaissais pas cette spécialité, a préconisé lors d'un procès qui s'est tenu en novembre dernier à Bordeaux. Il s'agissait de juger des parents roms, un vaste réseau de parents roms qui avaient prostitué leurs enfants. Et cet ethnopsychologue alertait la Cour sur les dangers de calquer notre grille occidentale, européenne, française, de jugement sur leur situation. Parce que c'est chez ces gens-là, la maturité sexuelle intervient plutôt que chez nous. Je cite, parce que chez ces gens-là, on fait du sexe. Cela n'a pas les mêmes, la prostitution enfantine n'a donc pas les mêmes applications psychologiques et morales pour eux. Donc on ne peut pas punir les parents comme on punirait des parents bien de chez nous. C'est l'injonction à la tolérance, c'est l'injonction à cette tolérance à laquelle appelle cet expert, qui construit ce rapport entre le « eux » et le « nous ». Sur un même territoire, cet expert valide donc la personnalité des lois et une conception des droits à géométrie variable, et une conception du bien-être des enfants à géométrie variable. Un peu comme notre indignation, qui est elle aussi à géométrie variable. Qu'un homme refuse de serrer la main d'une femme ne choque guère. Si le joker culture, tradition, coutume, religion est sorti. Ce fut le cas avec la ministre Marisol Touraine en visite officielle en Israël, reçue par le ministre de la Santé ultra-orthodoxe. Ultra-orthodoxe, c'est l'expression, l'élément de langage pour ne pas dire extrémiste religieux, qui a donc refusé de lui serrer la main parce que c'était une femme.
Elle l'a accepté, elle l'a toléré. C'est aussi le cas avec ces employés de la RATP, qui refusent aussi de serrer la main aux femmes ou de leur succéder dans la conduite des bus. Qu'un camp d'été soit interdit aux blancs n'a pas beaucoup choqué à gauche. Que des espaces de parole non blancs soient organisés dans les universités françaises ne suscite non plus guerre de condamnation, toujours à gauche, puisque là c'est le joker colonial qu'on sort. Mais qu'un blanc refuse de serrer la main à un noir, que se passerait-il? Qu'un camp d'été soit interdit aux arabes ou aux juifs, que se passerait-il? L'indignation serait là, celle que on était en droit d'attendre et d'exiger dès le début. Alors permettez-moi vraiment de faire part de toute ma compassion. Je vous plains parce que vous êtes dans une situation où vous devez surcompenser votre culpabilité coloniale de blanc en acceptant l'inacceptable. Et moi, le hasard de ma naissance m'en dispense. Alors oui, avec la tolérance, il s'agit avant tout souvent de notre confort moral. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une générosité d'abord vers soi-même. Quitte à ce que ce confort moral s'accompagne d'un différentialisme. La Libye de la tradition et de la culture, cette injonction à tolérance, cette générosité-là, par rapport aux mœurs différentes, permettent d'ores et déjà d'interroger notre seuil d'indignation. Intolérance, intolérable, c'est vrai qu'on passe souvent de l'un à l'autre. L'autre conséquence de cette injonction à la tolérance, et je vais reprendre un terme utilisé par Jeanne Favret-Saada, c'est l'allochronie. C'est un terme qui appartient au registre anthropologique. C'est en fait le refus de partager une temporalité, une historicité commune. C'est le tweet d'Edoui Plenel sur les bains à billets des femmes en France vers 1900. Une drôle de façon de célébrer cette période quand les femmes étaient privées d'émancipation et de droits politiques. Ou alors, Edoui Plenel relevait simplement que les musulmans de France avaient 100 ans de retard sur les Gaulois. Voilà, ce refus, ce retard qu'il prêtait donc à ces musulmans, il faudrait donc l'accepter au nom de la tolérance. Cela revenait surtout à attribuer à cette communauté autre un régime d'historicité différent d'une autre, différent de celui qui a vu le courant féministe se battre et obtenir pour les femmes, au moins dans le principe et dans les textes de loi, une égalité en droit et l'émancipation. Cela revenait à instaurer un double régime d'historicité en raison de croyances religieuses. Ces croyances religieuses, pour notre confort moral, encore une fois, on les camoufle dans la culture et la tradition. Et on a tendance souvent à les confondre avec les origines. Voilà pourquoi je parlais d'assignation. Et ce faisant, nous confortons un dangereux discours sur une authenticité, une pureté qui relève en fait du mythe du bon sauvage. C'est ce que j'appelle l'essentialisation de l'autre. Encore une fois, il s'agit de condescendance. On considère qu'on ne peut demander à ces gens-là d'en être au même niveau de développement que nous, qu'on ne peut pas exiger d'eux la même conception, le même respect même des droits, de l'égalité, de l'universalité de ces valeurs. Il faut les laisser faire parce que cela se fait comme ça chez eux. Or, ils ne vivent pas en terre consulaire. On les enferme dans des capsules spatio-temporelles alors qu'il s'agit de nos égaux et de nos compatriotes. C'est en fait renoncer à considérer l'égalité femmes-hommes et les droits individuels comme universels. Et ce refus s'accompagne d'un relativisme tout azimut. C'est le fameux fichu de la mère d'Alain Juppé. Au moment du débat sur la présence des... Alors, au lieu de dire les parents accompagnateurs de sorties scolaires et de parler de port de signes religieux ostentatoires, on préfère dire maman voilée. Parce qu'encore une fois, on fait plus appel à la fibre humaniste, morale chez les personnes. Donc, à l'occasion de ce débat sur les mamans voilées pendant les sorties scolaires, Juppé avait raconté que lorsqu'elle se rendait à la messe, sa mère portait un foulard aussi, que donc il n'était pas plus choqué que ça. Confusion des lieux et des actes, dans le temps, à l'époque de sa mère et maintenant. Dans l'acte, une sortie pédagogique et assister à la messe. Dans le lieu, la sortie qui est toujours de l'école hors les murs et l'église. Voilà le relativisme. Alors j'avais fait un article et je voulais vraiment dresser l'analogie dans le recours à l'argument culturel, les mœurs, entre le voilement, entre l'argumentation développée par Alain Caillé, c'est au nom de la culture qu'il faut les laisser faire, mais également
dans la décision du Conseil d'État d'autoriser les crèches dans les mairies et autres collectivités territoriales. Que dit le Conseil d'État? Les crèches ne sont pas religieuses. Ou alors il faut prouver au cas par cas que dans l'intention il y aurait quelque chose de religieux. C'est culturel, les crèches. Si c'est religieux, on peut se permettre un peu d'intervenir ou de tiquer. Si c'est culturel, non, pas du tout. Parce que sinon, ça questionne notre attitude et notre ouverture. Nous sommes intolérants. C'est un raisonnement allochronique. On instaure un double régime d'historicité entre égaux. Et c'est ce relativisme paradoxal qui fait qu'on a tendance à nier le caractère religieux des pratiques. La crèche, c'est pas religieux, le voilement, c'est pas religieux. Et on est confortablement installé dans nos certitudes occidentales modernes, où c'est facile de mettre à l'écart la religion. Et pourtant, on exige d'accepter ces pratiques-là parce qu'elles sont différentes et qu'elles correspondent. Nous-mêmes, on fait passer ces choses-là du registre politique et religieux au registre des mœurs. C'est le tour de passe-passe que permet le prétexte culturel et l'allusion aux mœurs. Alors on a retrouvé cette allochronie chez Juppé. On la retrouve aussi chez un conseiller d'État, Thierry Tuot, qui en 2013 a adressé un rapport à Jean-Marc Ayrault qui s'intitule « La grande nation pour une société inclusive ». Tolérance, bienveillance, inclusion, c'est les éléments de langage très à la mode en ce moment. Je le cite. « Nous avons déjà changé de mœurs alimentaires, mœurs encore, et que le vêtement évolue nous rendra peut-être un peu moins gris, compassé et encravaté. Quand même, reprenons-nous, la France a-t-elle jamais dépendu de ce qu'un... quand je mets ce ton-là, c'est parce que son rapport est bourré de phrases emphatiques et de points d'exclamation. Quand même, reprenons-nous, la France a-t-elle jamais dépendu de ce qu'un bout de tissu, boubou, coiffe bretonne, chèche ou béret, soit porté d'une façon ou d'une autre? Tiens, il ne cite pas le foulard et ses variantes. Boubou, chèche, béret, tout se vaut dans ce relativisme béat. Il s'agit donc de mœurs, et la confusion est faite volontairement entre un vêtement folklorique, comme le béret par exemple, ou le boubou, et les vêtements, le voilement religieux. Moi je trouve ça très islamophobe de réduire une religion, l'islam, à du folklore, non? Ils tombent eux-mêmes dans leur propre piège. Mais puisque cela nous rassure et nous permet de nous sentir généreux sans voir notre mode de vie à nous gêner, c'est l'hypocrisie du fameux « faites, mais pas dans mon jardin ». Not in my backyard. Non seulement nous instaurons un double régime d'historicité entre égaux, mais nous acceptons de fait que soit nié le caractère universel du féminisme. Je citerai ces propos de la sociologue et féministe Christine Delphi dans le journal The Guardian au mois de juillet de cet été. Je cite « Le féminisme doit s'adapter aux spécificités culturelles et religieuses musulmanes pour échapper à l'accusation d'islamophobie. » Oui, les accommodements. Pas parce que c'est la chose bien à faire. C'est pour le confort moral de ne pas être qualifié d'islamophobe. Le titre de l'article est éloquent. Les féministes françaises ne doivent pas trahir les musulmanes en soutenant les lois françaises racistes. Parce qu'en fait, les musulmans sont une race. Elle fait allusion aux lois de 2004 et aux lois de 2010. Notre tolérance, je m'associe par politesse, je vais dire, notre tolérance conduit à cette approche identitaire, que l'on voit très bien et que l'on critique parfaitement quand elle est le fait de la droite, mais qu'on néglige beaucoup quand elle vient de nos rangs à gauche, en tout cas du mien. Alors ne serions-nous pas en train de tomber dans l'orientalisme que dénonçait justement Édouard Saïd, en prêtant à nos égaux et compatriotes des traits que nous nous représentons être typiquement orientaux, en faisant des pratiques religieuses qui sont des choix, des actes, des traits immanents propres à un peuple ou à une culture. Ce féminisme racialisé, on le retrouve dans un ouvrage d'Ouria Boutelja, l'égérie du Parti des indigènes de la République. Les Blancs, les Juifs et nous. Qu'est-ce qu'on aurait dit si c'est un Blanc qui avait écrit un livre avec un titre pareil? Je cite, « Pour moi, le féminisme fait effectivement partie des phénomènes européens exportés. » Plus haut dans le même ouvrage. Si un féminisme assumé devait voir le jour, il ne pourrait prendre que les voies sinueuses et escarpées d'un mouvement paradoxal qui passera obligatoirement par une allégeance communautaire. Le fichu de la mère de Juppé conduit à ce raisonnement-là. C'est lui qui nie l'historicité partagée, c'est lui qui nie l'universel. Il y aurait donc le féminisme occidental, voire européen, et celui arabo-islamique. De quel féminisme dois-je relever moi-même personnellement ? Et les deux
devraient pouvoir coexister dans notre pays par la grâce de la tolérance. Alors je vous pose une question naïve. Par quelle tournure singulière d'esprit ce qui est bon pour vous ne serait pas bon pour moi? Posons-nous simplement cette question. La féministe Letty Cottin-Pogrebin dit une phrase extraordinaire. Quand les hommes sont opprimés, c'est une tragédie. Quand les femmes sont opprimées, c'est la tradition. Prenons le temps de méditer ces paroles qui questionnent notre seuil d'indignation, comme le fait de refuser de serrer la main à ce salut élémentaire. Nous tolérons pour les femmes ce que nous ne tolérerions jamais pour les hommes. Nous acceptons pour les musulmans ce que nous dénonçons chez les catholiques. Des féministes comme Madame Delphi se sont perdues dans ce relativisme culturel. Elles défendent pour l'autre, l'oriental, ce qu'elles rejettent pour elles-mêmes. Alors la conséquence politique logique de cette nouvelle conception racialisée de la tolérance, osons dire les mots, c'est l'injonction au multiculturalisme. Parce que c'est la seule façon de faire coexister plusieurs systèmes juridiques ou plusieurs systèmes moraux. Ce régime d'historicité différenciée. Alors, je convoque le philosophe spécialiste du multiculturalisme, Alain Reynaud, qui pose la question. La mention de groupe culturel ou linguistique n'implique-t-elle pas la reconnaissance de droits, non plus seulement individuels, mais collectifs? Et il explique dans la conférence qu'il a donnée en 2002, dans le cadre de l'Université de tous les savoirs, que, je cite, « Reconnaître des droits collectifs consiste à introduire un autre sujet de droit que le sujet individuel et à mettre la reconnaissance de ce dernier en concurrence avec celle d'un autre porteur de droit, la communauté de culture ou de tradition, vis-à-vis duquel il devient possible de relativiser la valorisation absolue des libertés individuelles. Vous n'aurez des droits que parce que vous appartenez à telle communauté. Et l'appartenance à cette communauté permet de relativiser relativiser la valorisation absolue des libertés individuelles. Et voilà comment, sur fond de bons sentiments, on entraîne l'individu dans un conflit de loyauté. Comment espérer une émancipation? Voilà un mot propre à la libre pensée. Une émancipation, une autonomie, voilà un autre mot propre à la libre pensée. Quand le cadre communautaire est reconnu comme l'instance naturelle, on naturalise l'altérité et en fait, sur fond religieux. Alors, comment se traduit le multiculturalisme dans ces pays où ça se passe très bien? Le Canada, l'État de l'Ontario, c'est l'État le plus peuplé. Des tribunaux confessionnels existent déjà, rabbiniques, chrétiens, et depuis 2004, musulmans, qui appliquent la charia dans le traitement des affaires familiales, d'héritage, de divorce, d'adoption. Pareil en Angleterre. Les chiffres vont de 50 à 85 sharias courtes, donc des tribunaux qui pratiquent la charia dans les testaments, les mariages, voilà. La femme est désavantagée par la loi religieuse. Mais ces jugements sont acceptés, sont tolérés par la couronne, même s'ils ne sont pas officiels. Alors oui, bien sûr, j'entends tout de suite l'opposition. Les gens qui y vont dans ces tribunaux, ils vont volontairement, mais bien sûr. Tout comme le passage devant les tribunaux rabbiniques, les Beth Din. Mais en raison de la contrainte communautaire que l'on a nourrie grâce à notre tolérance, quelle personne prendra-t-elle le risque de se distinguer de sa communauté d'appartenance en refusant de se soumettre à ces tribunaux, puisqu'ils existent? La femme de confession juive pourra tout à fait obtenir un divorce devant la justice civile. Mais si elle ne l'obtient pas devant la justice religieuse, elle s'expose à être exclue de sa communauté. Elle ne va pas se distinguer. Et elle préférera donc accepter un traitement discriminatoire et batailler pour obtenir, par exemple, le guet, le consentement obligatoire de l'époux. Alors, par rapport à l'Angleterre, toujours ce relativisme, j'ai entendu comme argument qu'après tout, sous le droit élisabétain, désavantageait la femme par rapport à l'homme aussi, dans la transmission. Vous voyez toujours le relativisme dans le temps et dans l'espace. Encore une fois, qui prendrait le risque de passer pour un traître? Je parlais de conflit de loyauté. Pour un mauvais juif, pour un mauvais musulman, pour un mauvais chrétien. C'est nous qui posons cette alternative-là avec notre tolérance. Notre tolérance favorise l'emprise des religieux parce qu'elle légitime le développement de l'emprise communautaire et de son exigence de loyauté. Et on revient au propos d'Alain Reynaud. Cette concurrence qui permet de relativiser la valorisation absolue des libertés individuelles. Alors, cette tolérance, et c'est ma conclusion, dont nous nous réjouissons et dont nous nous flattons, ne se fait-elle pas au prix de l'émancipation individuelle? Cette nouvelle approche de la tolérance, parce qu'elle est nouvelle,
ne se fait-elle pas aux dépens des derniers arrivés et de leurs enfants et petits-enfants, dont je compte, aux dépens de l'égalité en droit et en dignité? Notre conception politique de la nation comme un corps de citoyens égaux, soucieux de l'intérêt général, pas des intérêts particuliers ou communautaires. Et je vais reprendre ici cette formule merveilleuse du grand sociologue de l'immigration Abdelmalek Sayed. Il disait ceci à propos du rapport entre l'école et les immigrés. Donc notre conception républicaine, j'ouvre les guillemets, autorise à ces derniers arrivés ce qu'ils ne peuvent s'autoriser eux-mêmes, ce fameux conflit de loyauté, à savoir s'enraciner, se donner à leurs propres yeux et aux yeux des autres une autre légitimité. Quand on est fille d'immigrés, c'est pas mal de s'enraciner. C'est peut-être plus confortable quand on est ici depuis plus longtemps. Une légitimité autre que celle de la conformité à ce que nous pensons que ces autres doivent être pour respecter leur altérité, leur authenticité, parce que c'est nous qui leur tenons ce discours de l'authenticité, de la pureté. Une légitimité autre que celle donnée par l'hyperconformité aux règles religieuses communautaires. Cette légitimité qui nous autorise à penser en dehors des communautés, à penser par nous-mêmes et à penser en dehors de notre épiderme et de notre patronyme. Cette fameuse tolérance nouvelle ne doit pas nous conduire à assigner l'autre à résidence identitaire pour son bien, ce bien qu'on connaît tellement mieux que lui. Moi, je trouve que là, on est dans le colonialisme. Une dernière phrase, parce que je le pense profondément. La condescendance et la philanthropie qui ont l'air de contaminer la conception de tolérance devraient être absentes d'une relation entre égaux. Et c'est cette relation entre égaux qui est garantie par notre conception politique de la République. Merci.